Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis Angelina Meslem, j'administre le catalogue collectif des musées de France. C'est-à-dire que je travaille à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, au sein du ministère de la Culture, plus précisément au service des musées de France, plus précisément au bureau de la diffusion numérique des collections. C'est un bureau constitué de 4 personnes qui joue un rôle de conseil en documentation, informatisation, numérisation d'images, mise en ligne auprès des musées. C'est un conseil qui est apporté sous la forme d'expertise, donc on fait des formations, des webinaires, des publications de ressources professionnelles sur le site musée. Nous n'organisons pas de séjour à Héraclion. Nous aidons à la conduite de projets, nous aidons pour l'informatisation réglementaire, notamment la validation des modules auprès des éditeurs. Et puis, nous mettons à disposition des vocabulaires scientifiques et nous administrons le catalogue collectif des musées de France. Donc voilà comment est-ce que ça s'organise. On est deux en fait à administrer Joconde. Donc à la fois on fait de l'animation du réseau à travers tout ce que je viens de vous citer. On échange beaucoup avec les éditeurs avec une particularité qui est que on leur demande beaucoup et en même temps on n'est pas des utilisateurs directs. Donc on a besoin que le relais se fasse dans les musées par les utilisateurs de logiciels pour pouvoir faire avancer un certain nombre de choses auprès des éditeurs. Donc on est dans une situation un peu, à la fois on leur demande beaucoup et puis en même temps on ne leur donne pas d'argent. Donc on est entendu de temps en temps. On met à jour des documents de référence et puis sur ce qui concerne le catalogue collectif, on harmonise les données, on peut produire des états des lieux sur les notices qui ont été versées parfois depuis de longues années et les nouvelles équipes ne sont pas tellement au courant de comment est-ce que les choix ont été faits. On suit les demandes d'évolution, les bugs, parce que c'est une application métier, donc il y a des bugs. Et on valorise les notices qui sont versées. Et puis, particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler de nos vocabulaires, donc comment on les enrichit, comment on les transmet, et comment on organise des groupes de travail essentiellement en visio. Alors, un mot quand même sur un peu cette histoire des vocabulaires du service des musées de France. Donc, dans les années 90, la direction des musées a souhaité, dans son schéma de directeur informatique, proposer un cadre cohérent pour l'ensemble des musées à travers 2 productions, une méthode d'inventaire informatique des objets beaux-arts et arts décoratifs, publiée en 1995, dont il reste encore quelques exemplaires si certains d'entre vous veulent l'avoir comme objet, et puis des vocabulaires. Donc, cette question des vocabulaires, elle est née de la question de l'informatisation dont on a parlé depuis ce matin. Donc c'est une histoire assez ancienne au ministère de la Culture, avec en 1975-1979 des créations de différentes bases de données spécialisées, avec l'idée que dans les musées, il fallait installer la micro-informatique et puis une forme de militantisme des professionnels qui se sont emparés de ces outils. En 81, la publication du Thésaurus Garnier, qui est un thésaurus qui est encore très utilisé, même si très orienté iconographie religieuse, donc parfois décrié, mais je vous l'ai mis dans cette chronologie parce que ça a été un jalon extrêmement important. En 83, la base de données des peintures et des dessins prend le nom de Joconde, celle des sculptures prend le nom de Carrare, et en fait, il faut bien comprendre que derrière ces bases de données, il y a des vocabulaires spécialisés. Et je vous dis ça parce qu'à partir de 1989, il y a une fusion des 3 bases, Carrare, Estampes et Joconde, et qu'il y a eu une première fusion des vocabulaires. En 2004, s'est agrégée à cette première fusion la fusion des bases archéo-ethno, et donc on a conservé le nom de Joconde pour l'ensemble de la réunion de ces bases-là, puisque c'était celle qui était le mieux référencée. Entre-temps, il y a eu la possibilité d'interroger Joconde sur Minitel, il y a eu la possibilité d'interroger Joconde sur Internet. Et donc, parce qu'elle était la mieux référencée, on a gardé ce nom-là qui a suscité un certain nombre de frustrations et des malentendus avec des musées qui ont cru que parce que c'était Joconde, il ne fallait pas verser de l'ethno ou de l'archéo. Donc on a perdu des musées parce qu'ils pensaient que Joconde était uniquement un catalogue beaux-arts.
Et puis, en 2021, la migration des vocabulaires du service des musées de France sur OpenTeso. Auparavant, ils étaient portés par l'application Ginkgo, en production et en diffusion. Et puis, en 2021, on a choisi un nouvel outil pour la gestion de nos vocabulaires. Alors, j'ai fait cette chronologie pour que vous ayez en tête que donc différentes bases de données, elles sont réunies. Derrière, on a à la fois un modèle de données qu'il a fallu réviser, mais également des vocabulaires qui sont fusionnés. Et donc, le bureau de l'informatique et de la recherche, c'est comme ça que ça s'appelait avant le bureau de la diffusion numérique des collections, en parallèle de la fusion des bases et de la fusion des différents vocabulaires, a mis à disposition auprès des musées et des éditeurs de logiciels ces fameux vocabulaires. Et je vous ai mis cette illustration parce que très vite on se retrouve bloqué sur cette question des vocabulaires centralisés, c'est-à-dire qu'ils existent à un moment T, ils sont implémentés dans les outils à un moment T, et puis après, chaque vocabulaire vit sa vie, d'où cette petite illustration « Je sème à tout vent » et cette difficulté d'avoir des thésaurus vivants partout, qui ont un point central unique, mais qui après, chacun évolue. Et ces multiples versions d'un vocabulaire, on le retrouve après quand il s'agit de verser les notices sur le catalogue collectif. Ce qui peut donner ça sur Joconde. Alors, on est en train de travailler à ce que... alors, avant, ça se voyait moins, en plus, mais maintenant, avec les filtres, ça se voit tout de suite. Donc, nous, ça nous aide à travailler, mais bon, j'avoue que c'est assez déprimant de voir ce genre de choses. Et donc, on travaille à ce que la normalisation dans OpenTeso puisse après nous servir au moment de la valorisation dans le catalogue collectif des musées de France. Donc, le SMF, on met à disposition 16 vocabulaires. Donc, je les ai listés ici. Ils sont accessibles facilement depuis cette page du mini-site musée. Donc c'est un site thématique porté par le ministère de la Culture, et donc vous pouvez cliquer sur chacun de ces vocabulaires pour pouvoir en prendre connaissance. Je vous ai mis des volumes parce que c'est toujours important quand on parle de référentiel de savoir de quoi on parle. Donc on a des listes d'autorités auteurs. Donc quand on a migré en 2021, on en avait plus de 40 000 et là on est passé à 43 000. Véritablement, les auteurs, c'est ceux qu'on enrichit le plus, quotidiennement on enrichit. C'est celui sur lequel on travaille le plus, parce que évidemment on se retrouve là en ce moment, on a une personne qui nous aide sur ce vocabulaire, à notamment travailler sur les femmes, puisque parfois elles ont été entrées sous leur nom marital et parfois sur leur nom de naissance. Donc on se retrouve avec la même personne qui existe deux fois, et dans le catalogue collectif, et dans OpenTeso. On a quelqu'un qui travaille là-dessus en ce moment. On travaille beaucoup sur les dénominations. Pendant longtemps, c'était un peu une liste à la Prévert, donc pas facile de rentrer intellectuellement dans cette liste-là. Donc on a opéré des regroupements qui existaient auparavant et qui avaient été cassés. Donc on revient à ce qui avait été fait avant pour avoir une meilleure organisation. Et puis, il y en a qui ne bougent pas ou très peu. Donc là, vous avez une idée des volumes. On travaille avec les musées, donc c'est un peu la difficulté de ces vocabulaires, c'est que nous, on n'est absolument pas des spécialistes, nous, on organise les informations dans l'outil de gestion et on met à disposition. Donc, on travaille avec parfois des groupes qui fonctionnent assez bien. En ce moment, il y a un groupe armement qui se réunit toutes les 6 semaines, qui a pensé une nouvelle organisation des concepts, qui fournit des définitions et qui fournit des illustrations pour ces concepts-là. Donc ça, c'est un groupe qui marche très bien. Il y avait un groupe céramique qui en fait a disparu très très progressivement, avec un éloignement de plus en plus prononcé des réunions, jusqu'à une extinction qui n'a jamais dit son nom, mais de fait, le groupe ne se réunit plus. Et sinon, on utilise en fait le savoir-faire et l'expertise des musées qui versent dans le catalogue collectif pour après demander à ces experts des définitions et pouvoir illustrer le OpenTeso avec en plus des définitions, des illustrations. Il est très important de comprendre que ce qu'on appelle les vocabulaires du SMF, de manière impropre, en fait, c'est les vocabulaires des contributeurs
du catalogue collectif des musées de France. C'est-à-dire que ces vocabulaires, ils n'ont pas été créés hors sol avec des bureaux, avec des gens qui se sont réunis en disant comment est-ce qu'on pourrait décrire le monde, et on a besoin de tous ces concepts-là pour décrire tous les objets qui sont dans les musées. C'est parce qu'il y a des versements sur Joconde qu'on récupère les termes et qu'on voit si on les intègre ou si on les met en variante du libellé. Ce qui fait que ça crée un malentendu avec des personnes qui disent « mais moi je ne peux pas utiliser ces vocabulaires parce qu'ils ne correspondent pas à ce dont moi j'ai besoin, donc je ne verse pas sur Joconde ». Donc il faut prendre le problème autrement, il faut verser sur Joconde, ce qui nous permet d'enrichir les vocabulaires et de travailler dessus. Avec une difficulté tout de même, c'est que pour cette question de la gestion des vocabulaires, on est deux, et pour l'harmonisation sur le catalogue collectif, c'est les deux mêmes personnes. Donc le travail sur, qui est un travail de fond normalement, sur cette question des vocabulaires, je dois dire qu'il est réalisé, le travail, mais de manière étendue dans le temps. Donc, comment est-ce que ça se passe actuellement sur le processus de versement dans le catalogue collectif? Je suis à un musée, je peux avoir récupéré les vocabulaires du SMF, mais donc on est sur une relation asynchrone puisqu'on n'est jamais en temps réel sur la manière dont il y a des modifications dans le catalogue, modifications qui sont quotidiennes, notamment avec les auteurs. Il y a un seul éditeur qui utilise les web services de OpenTeso. C'est pour cette raison qu'on a décidé de changer et qu'on est passé sur OpenTeso, c'est pour pouvoir utiliser des web services. Il y a un seul éditeur qui propose ça. C'est un éditeur qui équipe 2 musées en France. Donc, c'est un peu dommage. Les autres éditeurs sont très intéressés, mais c'est du temps de développement. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, si on n'a pas derrière des utilisateurs qui insistent pour dire non mais nous on a vraiment besoin de ça parce que ça va nous faire gagner du temps, c'est pas une priorité pour le moment pour nous. Et puis on a, je vous ai mis un petit musée isolé, celui qui a créé ses propres vocabulaires et qui n'utilise pas du tout les propositions qui sont faites par le SMF. Donc les données de l'outil de gestion, elles sont exportées par un export qu'on appelle Joconde, ou un CSV, et au moment où c'est versé dans la plateforme ouverte du patrimoine, il y a 8 champs à vocabulaire contrôlé qui sont contrôlés en direct par OpenTeso. Et en fait, au départ, on avait mis les 16, et on a arrêté avec les 16, d'abord parce qu'on avait des temps de réponse qui étaient extrêmement longs, c'est-à-dire 400 notices, ça mettait plusieurs minutes pour aller vérifier chacune des notices tapées dans les 16 vocabulaires, donc c'était extrêmement long. Et puis surtout, c'était extrêmement démoralisant, puisque là vous voyez sur les 7 notices, et il y a 7 notices qui contiennent un ou plusieurs avertissements. Et donc sur 400 notices, il y avait plusieurs milliers d'avertissements. Et les avertissements, ils arrivent aux producteurs et aux administratrices de bases de données sous forme de mail. C'est assez agressif. Donc vous avez une quantité invraisemblable d'avertissements et qui sont des avertissements pour toutes les notices concernées. Donc c'est illisible pour les gens qui reçoivent. L'idée de départ, c'était de dire la personne, elle va verser dans POP, elle va se rendre compte qu'il y a des avertissements, elle va se dire bon, alors que sont ces avertissements? Je regarde, je vois les avertissements, je change dans mon outil de gestion et je verse, comme ça je n'aurai plus d'avertissement. Évidemment, ça n'arrive jamais, puisqu'il y a déjà un manque de temps des équipes pour verser sur Joconde, mais si en plus il faut reprendre la saisie au moment de verser pour être d'équerre avec les attentes du catalogue collectif, personne ne le fait. Donc, au final, le rapport de chargement, il donne toutes ces indications-là. C'est assez démoralisant pour les gens qui se prennent ce mail dans la figure. C'est assez démoralisant pour les administratrices, nous, qui utilisons ce rapport pour pouvoir voir comment est-ce qu'après on peut corriger. Donc, je vous montre en avant-première, il y a très peu de personnes qui ont vu ces écrans-là. C'est le nouveau POP. Le nouveau POP, en fait, permettra de faire un contrôle qualité des données, non plus sous la forme de rapport de mail arrivé après versement, mais directement dans l'outil de l'application. Et donc ce contrôle qualité, il permettra d'avoir tous les termes considérés comme fautifs, c'est-à-dire nous n'employons pas ce terme-là, mais celui-là pour ce champ-là, ou les termes qui ne sont pas en vrai des termes fautifs, mais plutôt des candidats, pour savoir comment nous on les intègre dans OpenTeso. Ce qui était très compliqué auparavant, quand on était ici, enfin c'est encore ma situation actuelle,
mais je me projette tellement dans l'avenir que je pense que ça va bientôt changer. Mais là, actuellement, on était sur des contrôles qui étaient faits de manière asynchrone, c'est-à-dire que la mise à jour entre OpenTeso et la plateforme ouverte du patrimoine, c'était 1 mois. Là, on est passé à 1 fois par semaine. Mais comme nous, on enrichit énormément, notamment sur les auteurs, on se retrouvait avec un musée qui verse le lundi Charles Mansel. Nous, on le rentre dans OpenTeso. Et puis après, ce musée, il va verser tout son lot de Charles de Mansel tout au long de la semaine. Et à chaque fois, ça va lui arriver comme une erreur, alors que nous, on a bien rentré le terme. Et ça, c'est très compliqué aussi quand on est deux, parce que quand on est deux, on ne sait pas ce que l'autre a rentré, donc du coup, on vérifie. Donc ça, c'était très pénible. Maintenant, le contrôle se fera dans l'outil de gestion, avec ici, je vous ai mis la suggestion d'amélioration. Et l'autre grande nouveauté, c'est que le producteur lui-même pourra corriger ses notices. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'utilisation. Donc là, on est dans un avenir qui est un peu plus éloigné que cette slide-là, puisque ça, c'est quelque chose qu'on espère avoir au courant de l'année. Mais il se trouve que ça a aussi amené une autre réflexion, le fait de passer à une nouvelle application POP. Actuellement, au dernier comptage, on arrive à 5 millions de notices qui ont déjà été versées ou exposées par les grandes institutions. Donc là, j'ai mis les grandes institutions, mais il y a aussi, par exemple, l'association Paris Musée, contre 702 000 notices sur Joconde. Donc l'idée, c'est de récupérer ces 5 millions de notices. Les musées ont déjà fait l'effort de les mettre en ligne. Donc comment est-ce que nous, on les récupère? Et donc, on a décidé de les récupérer en utilisant le Lido comme standard d'échange. Donc, c'est une entreprise qui est mise en place depuis peu de temps, qui suppose qu'on travaille avec le service du numérique, et je profite de sa présence pour remercier Anna, voilà, qui a œuvré pour que le travail réalisé sur le modèle Joconde puisse se conformer au standard d'échange Lido. Donc il y a les métiers qui travaillent, c'est-à-dire mon bureau, mais il y a aussi 2 personnes référentes au service du numérique. Vous avez ici leurs coordonnées, Marie-Véronique Leroy et Thierry Bultinger. Et donc c'est eux qui portent ce projet-là au sein du service du numérique. Et donc l'idée, elle dépasse Joconde, elle dépasse la plateforme ouverte du patrimoine, pour un schéma que je vais vous montrer en fin de présentation qui est beaucoup plus important. Donc là, en termes de calendrier, le mapping entre le schéma Lido et le format de données Joconde, il est achevé, grâce à Anna qui est dans la salle. La réalisation de la documentation à destination des éditeurs est en cours. On espère une publication très rapide sur le site du ministère, accompagnée évidemment d'une communication auprès des éditeurs, parce que c'est pas le tout de fournir la documentation. Ensuite, il faut que les éditeurs puissent s'approprier le schéma. Et puis, on a une finalisation estimée pour POP2 au 3e trimestre 2025 pour avoir une moissonneuse Lido pour pouvoir récupérer ce format d'échange. Comme je vous le disais, en fait, ça s'inscrit dans un schéma qui est beaucoup plus vaste, parce que toute présentation de ce type mérite un schéma toujours un petit peu élaboré. Donc voilà le schéma élaboré de cette présentation. La collecte de données en Lido, elle ne va pas concerner que la plateforme ouverte du patrimoine, elle va concerner aussi les agrégateurs intermédiaires. Par agrégateur intermédiaire, on entend les portails régionaux, par exemple, ou les portails thématiques. L'idée, c'est effectivement que tout ça communique avec l'outil de gestion des vocabulaires OpenTeso, mais également avec l'outil de diffusion des vocabulaires. Donc ça, c'est quelque chose qui va être mis en place récemment, c'est pour ça que vous avez un à venir. Et puis, par ailleurs, le ministère de la Culture a lancé une grande réflexion et met en œuvre la création d'une base patrimoniale de référence. Et cette base patrimoniale de référence, elle va être beaucoup plus vaste que les besoins de la plateforme du patrimoine, mais va concerner les différents acteurs du ministère qui doivent pouvoir tracer les interventions sur un bien culturel. Donc voilà le schéma, et pour nous, ça veut dire que à terme,
l'export Joconde va continuer à perdurer, les musées qui ne sont pas équipés d'un logiciel de collection, parce qu'il y en a encore, vont continuer à pouvoir verser sous la forme de CSV, ça ne bouge pas, mais qu'à terme, avec parfois sans doute à un moment donné des choses qui vont se faire en deux temps, la possibilité d'un export Joconde classique et la possibilité d'un export Lido qui va d'abord être éprouvé sous la forme de moissonnage pour récupérer les grands gisements de données qui sont déjà présentes mais qui ne sont pas dans le catalogue collectif.